Dans un sport où la jeunesse et l'attitude règnent en maître, Ek Miles, 72 ans, entra dans la salle de boxe Iron King comme une relique d'une autre époque. L'ancien entraîneur légendaire, qui avait autrefois façonné des champions avec des mains calleuses et une sagesse féroce, était désormais accueilli par des regards méprisants et des sourires à peine cachés. Quand la jeune étoile montante arrogante Rhys Jackson se moqua publiquement du vieil homme qui demandait un combat d'entraînement, la salle éclata de rire. Les téléphones enregistraient ce qu'ils pensaient être une humiliation facile. Aucun d'eux ne reconnut la dignité silencieuse dans les yeux de Zek, des yeux qui avaient vu à la fois la gloire et la tragédie, qui avait quitté la boxe après la mort de son fils sur le ring des décennies auparavant. Pendant qu'il se moquait de lui, Ek s'enroulait les mains avec la précision méthodique qui autrefois préparait des champions du monde. Ils voulaient un spectacle. Ce qu'ils allaient avoir, c'était une leçon de respect qui fit taire la salle et transforma la salle de gym pour toujours. Avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Et si vous aimez ces histoires, assurez-vous d'être abonné, car l'épisode spécial de demain est un que vous ne voulez absolument pas manquer. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses de la salle de boxe Iron King, projetant de longues ombres sur le tapis usé. Zek Miles s'arrêta devant l'entrée, sa main usée serrant un vieux sac de gym qui avait connu des jours meilleurs il y a des décennies. À 72 ans, ses mouvements étaient délibérés, calmes, mais il n'y avait rien de fragile dans sa posture. Il redressa son sweat à capuche délavée, ajusta ses baskets usées, et poussa la porte. Un déluge de bruit le frappa d'abord, le bruit rythmique des gants frappant les sacs lourds, les grognements d'efforts, les entraîneurs criant leurs instructions, et la musique lourde battant dans les haut-parleurs. De jeunes hommes et femmes se déplaçaient dans l'espace avec la confiance de ceux qui appartiennent à cet endroit. Personne ne regarda deux fois Ek alors qu'il se dirigeait vers l'accueil. Derrière le comptoir, André Thompson faisait défiler son téléphone, à peine levait-il les yeux quand l'ombre de Zek tomba sur lui. André était dans la quarantaine, avec le physique dur d'un ancien poids moyen qui ne s'était pas laissé aller. Une chaîne en or avec un pendentif en forme de gant pendait à son cou, marque du propriétaire du gymnase qui voulait que tout le monde le sache. « T'es perdu, vieux ?» demanda André, sans chercher à cacher son impatience. La voix de Zek était douce mais claire. « Je suis juste venu regarder. » André le dévisagea d'un air méprisant. « $10 pour les spectateurs. » Il tendit la main, regardant déjà derrière Zek vers les jeunes clients. Zek déposa un billet froissé de $10 dans la paume d'André sans un mot, puis s'enfonça plus loin dans la salle, trouvant un banc en bois dans un coin. Il posa son sac et s'assit, ses yeux scrutant tout, la technique des boxeurs, les styles d'entraînement, l'installation du matériel. Il remarqua des boulons desserrés sur les sacs de vitesse, des techniques d'enroulement de mains incorrectes, et une multitude de petits détails invisibles à quiconque n'ayant pas passé une vie entière dans ce sport. De l'autre côté du gymnase, Rhys Jackson sautillait sur ses pieds, son corps musclé brillant de sueur alors qu'il frappait une combinaison sur un sac lourd. À 23 ans, Rhys était la star montante d'Iron King, main rapide, jeu de jambes dynamique, et une forte audience sur les réseaux sociaux qui attirait un flux constant de fans et de nouveaux membres. Il s'arrêta entre deux séries pour prendre un selfie, faisant le show pour ses abonnés. « Hé, matez ça !» appela Rhys à son partenaire d'entraînement, en hochant la tête vers Zek. Papy qui prépare sa tournée de retour. La plaisanterie fit le tour des boxeurs proches, suscitant des ricanements. Zek ne réagit pas, ses yeux fixant une jeune femme qui travaillait seule dans un coin éloigné. Maya Johnson bougeait avec un talent naturel, mais une intensité frustrée. Chaque coup qu'elle portait était techniquement correct, mais il manquait quelque chose, connexion, fluidité, certitude. À 24 ans, elle était l'une des rares femmes à s'entraîner sérieusement chez Iron King, sa détermination visible dans sa façon de recommencer sans cesse la même combinaison, jamais totalement satisfaite. Les heures passèrent. Les boxeurs allaient et venaient. Zek restait là, observant, prenant des notes mentales alors que des techniques flashy mais inefficaces étaient louées, tandis que les fondamentaux étaient ignorés. Quand la foule se dissipa en début de soirée, il se leva enfin et s'étira le dos. Maya était toujours là, frappant le sac de vitesse avec des résultats de plus en plus faibles, son rythme de plus en plus décalé par la fatigue. Zek marcha lentement vers la fontaine à auprès de sa station. Sur le chemin du retour, il s'arrêta. « Je peux ?» demanda-t-il doucement. Maya leva les yeux, surprise qu'on lui parle, surtout cet homme âgé qu'elle avait vu assis seul toute l'après-midi. « Quelle est ta garde ?» dit Zek. « Essaie d'élargir ta base et de baisser ton épaule droite d'un demi-centimètre. » Maya hésita, le regardant avec incertitude.
Le vieil homme ne ressemblait pas à un entraîneur. Pas avec ses vêtements, ni ce sac de gym ancien. Mais quelque chose dans sa calme certitude la fit ajuster ses pieds et baisser son épaule comme il avait suggéré. Elle frappa de nouveau le sac. Le rythme s'améliora instantanément. Les rebonds revenaient plus nets, plus prévisibles. « Voilà, dit-elle, surprise. »« Juste de la physique, » répondit Eck avec un léger sourire. « C'est pareil depuis qu'ils ont inventé la roue. » Avant que Maya ne puisse répondre, une voix interrompit leur échange. « Hé, vieux !» C'était André, s'approchant avec irritation. « Tu ne travailles pas ici. Ne touche pas à mes clients ni à mon matériel. » Zek avait ajusté légèrement la hauteur de la plateforme du sac de vitesse, remarquant qu'elle était mal réglée. « Mes excuses, » dit Zek en reculant avec un signe respectueux de la tête. « Je ne voulais pas causer de problème. » Les yeux d'André se plissèrent. « Si tu veux t'entraîner, tu paies pour l'entraînement. Si tu veux juste regarder, reste sur ce banc. Compris ? » « Parfait, » répondit Zek, son expression ne trahissant rien. André s'éloigna. Maya jeta un regard rapide et reconnaissant à Zek avant de reprendre son entraînement, cette fois en maintenant la position ajustée. La salle commença à se vider à l'approche de l'heure de fermeture. Le personnel commença à nettoyer les équipements et à balayer le sol. Zek s'approcha d'André, qui comptait les recettes du jour. « Ça te dérange si je t'aide à ranger ?» André ne le regarda même pas. « Comme tu veux, » dit-il, supposant que Zek cherchait juste à s'occuper ou à se faire bien voir. Zek passa méthodiquement dans la salle, nettoyant le matériel avec le soin de quelqu'un qui respecte à la fois les outils et l'art qu'ils servent. Quand le sol principal fut vide, il alla dans un coin éloigné, posa son sac et commença à faire de l'ombre en boxant. Sa transformation fut immédiate et surprenante. Les pas mesurés de l'homme âgé laissèrent place à des mouvements fluides et rythmiques. Ses mains tissaient des motifs complexes dans l'air, son jeu de jambes était précis et économique. Aucun geste inutile, aucun geste tapax en grave-l'œil, juste une technique de boxe pure, distillée et affinée par des décennies de pratique. Un jeune garçon attendant son père fut le premier à le remarquer, bouche bée en regardant Eck bouger comme de l'eau. L'enfant resta fasciné jusqu'à ce que son père l'appelle, rompant le sortilège. Alors que les dernières lumières allaient s'éteindre, Eck rassembla son sac et se dirigea vers la sortie. Il s'arrêta près du bureau d'André. « Tu laisses parfois les anciens faire 1 ou 2 rounds ?» demanda-t-il doucement. André leva les yeux, puis appela. « Yo, Ri, le vieux veut savoir s'il peut monter sur le ring. » Ri, qui fermait son sac de sport, tourna la tête avec une expression incrédule qui devint rapidement amusée. « Tu es sérieux ?» demanda-t-il en riant. « Genre, vraiment. » Quelques membres restants de la salle se joignirent au rire. Certains sortirent leur téléphone, anticipant un moment viral. Zek sourit légèrement, les coins de ses yeux plissés. Il ne dit rien, se contenta de hocher la tête pour dire bonne nuit, et sortit dans l'obscurité du soir. Derrière lui, les rires continuaient, mais une paire d'yeux le suivait avec réflexion, Meyers, se demandant quels autres secrets l'homme âgé pouvait bien cacher. Le lendemain matin, Zek revint, paya son ticket de spectateur, et reprit sa place sur le banc. La routine continua toute la semaine, Zek observant, aidant parfois à ranger, généralement ignoré ou traité comme une curiosité par les habitués. Ri, cependant, avait trouvé un nouveau divertissement. Il commença à se filmer en imitant un vieux boxeur voûté, prétendant avoir mal au dos au milieu d'un coup, et traînant lentement dans le ring avec exagération. « Aujourd'hui sur Boxing with Grandpa », annonça-t-il à la caméra de son téléphone, on va apprendre à frapper le sac sans se casser une hanche. Ses abonnés adoraient ça. Les vidéos obtenaient des milliers de likes. Pendant ses performances, Eck restait impassible, ses yeux ne trahissant rien. Mais dans les moments calmes, quand la salle était presque vide, Maya commença à le remarquer. Elle avait appliqué son ajustement de garde avec des résultats remarquables, et sa curiosité la poussa à observer ses séances de shadowboxing en solitaire de loin. Un soir, elle s'approcha de lui directement. « Ce que tu... » Puis, voyant son intérêt sincère, il ajouta. « La boxe, c'est la même depuis des siècles. Les bases ne changent pas, elles sont juste parfois oubliées. » Au fil des jours, leurs échanges devinrent une routine discrète. Maya travaillait de son côté, puis trouvait un moment pour poser à Zek une question précise. Ses réponses étaient toujours concises, pratiques
et immédiatement efficace. Lors d'une de ces conversations, il lui dit « Ne te bats pas pour qu'il te remarque. Batte-toi pour qu'il ne puisse pas t'ignorer. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Maya. Elle y repensa durant sa prochaine séance de sparring avec Tamara, une boxeuse classée d'un gymnase de l'autre côté de la ville. D'habitude, Maya flanchait au 3e round, devenant défensive et prévisible. Mais cette fois, elle incorpora les exercices défensifs de Zek, des mouvements de tête subtils, un meilleur jeu de jambes, des contres parfaitement synchronisés. Miguel Ramirez, l'entraîneur principal et vieil ami d'André, observait avec un intérêt croissant. Maya non seulement termina la séance, mais réussit à placer des combinaisons nettes au dernier round. À 48 ans, Miguel en avait vu assez pour reconnaître quand quelque chose avait changé. Son regard se tourna vers Zek, assis silencieusement dans son coin habituel, expression neutre, mais toute son attention sur la performance de Maya. « Bon travail aujourd'hui », dit Miguel à Maya après l'entraînement, assez fort pour que Zek entende. « Il y a quelque chose de différent. Continue comme ça. » Reese, qui se filmait pour une vidéo « Une journée dans ma vie », surprit l'échange et fronça légèrement les sourcils. Plus tard, alors que Maya rassemblait ses affaires, il l'approcha. « Alors, t'as tenu tête à Tamara ?» dit-il, son ton mêlant respect et suspicion. « D'où ça sort, ça ?» Maya haussa les épaules. « Je travaille juste plus dur. Ou peut-être que tu suis les conseils du vieux gardien, là-bas, dit-il en désignant Ek. Et alors ? Répondit Maya, provocante. Rien. Je dis juste que tu ferais mieux d'apprendre des gagnants, pas d'un inconnu qui a probablement appris la boxe en regardant Rocky en boucle. Les mains de Maya se crispèrent sur les sangles de son sac. Tu ne sais rien de lui. Et toi, tu sais ? Répliqua Reese avec un rire. Quoi ? C'est le meilleur ami de Muhammad Ali. Allez, au moins moi je ne passe pas la moitié de mon entraînement à faire des selfies. Au moins lui, il fait quelque chose d'utile, pas comme toi, répondit Maya, en colère. Reese s'avança, sa voix baissa. Fais gaffe, Maya. André a de grands projets pour cette salle, et il n'inclut pas les cas sociaux ou les vieux HAS-BIN. Maya avança d'un pas, poing serré, mais la voix calme de Zek trancha dans la tension. Ça n'en vaut pas la peine, dit-il, les yeux fixés sur elle. Garde ça pour le ring. Reese ricana mais recula, retournant vers son groupe de fans. Ce soir-là, alors que le gymnase se vidait, Miguel s'approcha de Zek pour la première fois. « T'as déjà boxé ?» demanda-t-il sans détour. Zek hocha la tête. « Un peu de pro. »« Dans une autre vie, » répondit Zek. Miguel le scruta. « Tu aides Maya. » Ce n'était pas une question, mais Zek répondit quand même. « Des petites choses. Elle a du talent naturel. »« Elle en a, » confirma Miguel. « Mais le talent, ça suffit pas sans bon encadrement. » Il marqua une pause. « André dirige cet endroit, mais c'est moi qui m'occupe de l'entraînement. Si tu veux travailler avec elle officiellement, on peut en discuter. » Avant que Zek ne réponde, la voix d'André résonna dans le gym. « Miguel, j'ai besoin de toi au bureau. » Miguel soupira. « Réfléchis, grec, » dit-il, avant de s'éloigner. Le lendemain, Maya arriva tôt et surprit Reese en train de mouiller ses bandages et de les cacher derrière du matériel, une mauvaise blague destinée à perturber son entraînement. Zek, qui aidait le personnel à réparer un casier, vit toute la scène. Alors que Reese partait, Ek s'interposa. « Un problème ?» demanda Reese avec son sourire habituel. « On dirait, » répondit Ek calmement. « Ces bandes ne sont pas à toi. Et tu vas faire quoi ? Me frapper avec ta canne ?» répondit Reese. Le gym se remplissait peu à peu. Plusieurs membres observaient la scène. Maya entra aussitôt, sentant la tension. « T'as beaucoup d'énergie, » dit Zek doucement. « Pourquoi tu ne la mets pas sur le ring ?» Un silence s'abattit. Les sourcils de Reese se haussèrent, surpris puis amusés. « Tu me défies ?» demanda-t-il. Zek acquiesça. 3 rounds. Juste pour voir si je me souviens encore de quelque chose. André sortit de son bureau, attiré par le silence inhabituel. « Qu'est-ce qu'il se passe ici ?» demanda-t-il. Reese se tourna, hilar. « Le papy veut me défier en sparring. » André regarda les deux hommes, l'air d'abord confus, puis intéressé. « Sérieux ? 3 rounds,
répéta Zek. Pas de casque. Juste des gants et protège-dents. André éclata de rire. Tu sais quoi? On va le faire ce vendredi. On va diffuser en direct. Ça va faire le buzz quand Reese mettra KO. La sécurité sociale. Le gymnase explosa d'excitation. Les téléphones se levèrent pour filmer le moment. Maya se fraya un chemin jusqu'à Zek. T'es fou? Lui murmura-t-elle. Il a la moitié de ton âge et il est au sommet de sa forme. Zek gardait les yeux sur Reese, qui jouait déjà pour les caméras. L'âge, c'est qu'un chiffre. La fierté, c'est autre chose. Depuis le pas de sa porte, Miguel observait, l'air soucieux. Il rentra dans son bureau, tira une vieille boîte en carton de sous son bureau et commença à feuilleter de vieux magazines de boxe. 1 heure plus tard, il s'arrêta net devant une couverture jaunie de 1982. Là, derrière un jeune champion charismatique, se tenait un Zek plus jeune. Intense. Concentré. Impressionnant. Le titre disait « L'esprit derrière le champion, Ezekiel Zek Miles ». Miguel resta figé, le magazine tremblant légèrement entre ses mains. Ce vieil homme n'était pas un simple ancien boxeur. Si c'était bien Zek Miles, alors ils avaient sous les yeux une légende. Un des plus grands entraîneurs que la boxe ait jamais connu. Un homme qui avait disparu si complètement du monde de la boxe que beaucoup le pensaient mort. Et dans 3 jours, il allait monter sur le ring avec Rhys Jackson, le protégé des Iron Kings, devant une audience en direct. La nouvelle du combat se répandit comme une traînée de poudre dans le monde de la boxe. Les abonnés de Rhys triplèrent en une nuit. La plupart s'attendaient à un spectacle comique, le jeune coq contre le vieil homme délirant. Peu imaginaient qu'il assisterait peut-être à la résurrection d'un fantôme. Mais Talia Wright n'était pas comme les autres. Jeune journaliste sportive passionnée par les légendes oubliées, elle avait le flair de l'authenticité. Lorsqu'elle tomba sur le même article que Miguel, quelque chose s'illumina. Elle commença à creuser, fouillant dans les archives de l'âge d'or de la boxe, croisant noms et visages. Pendant ce temps, l'atmosphère au gymnase avait changé. Des clans se formaient, la majorité soutenant Reese dans les moqueries et les paris sur combien de temps mettrait le vieil homme à tomber, tandis qu'une minorité, Maya en tête, observait Ek avec un mélange de respect et de curiosité grandissante. Le lendemain matin, Maya aborda Ek alors qu'il s'échauffait en faisant du shadowboxing. « Pourquoi tu fais ça ?» lui demanda-t-elle franchement. « T'as rien à prouver à ces gens. » Zek continuait à enrouler ses bandes autour de ses mains, le geste fluide, précis, presque méditatif. « Parfois, le silence devient trop bruyant, dit-il enfin. Et parfois, il faut rappeler au monde ce qu'il a oublié. Qu'est-ce que le monde a oublié sur toi, Ek ?» Zek hocha la tête. « Un peu de pro. Dans une autre vie, » répondit Zek. Miguel le scruta. « Tu aides Maya. » Ce n'était pas une question, mais Zek répondit quand même. « Des petites choses. Elle a du talent naturel. » « Elle en a, » confirma Miguel. « Mais le talent, ça suffit pas sans bon encadrement. » Il marqua une pause. « André dirige cet endroit, mais c'est moi qui m'occupe de l'entraînement. Si tu veux travailler avec elle officiellement, on peut en discuter. » Avant que Zek ne réponde, la voix d'André résonna dans le gym. « Miguel, j'ai besoin de toi au bureau. » Miguel soupira. « Réfléchis, grec, dit-il, avant de s'éloigner. » Le lendemain, Maya arriva tôt et surprit Reese en train de mouiller ses bandages et de les cacher derrière du matériel, une mauvaise blague destinée à perturber son entraînement. Zek, qui aidait le personnel à réparer un casier, vit toute la scène. Alors que Reese partait, Ek s'interposa. « Un problème ?» demanda Reese avec son sourire habituel. « On dirait, » répondit Ek calmement. « Ces bandes ne sont pas à toi. Et tu vas faire quoi? Me frapper avec ta canne ?» répondit Reese. Le gym se remplissait peu à peu. Plusieurs membres observaient la scène. Maya entra aussitôt, sentant la tension. « T'as beaucoup d'énergie, » dit Zek doucement. « Pourquoi tu ne la mets pas sur le ring ?» Un silence s'abattit. Les sourcils de Reese se haussèrent, surpris puis amusés. « Tu me défies ?» demanda-t-il. Zek acquiesça. 3 rounds. Juste pour voir si je me souviens encore de quelque chose. André sortit de son bureau, attiré par le silence inhabituel. « Qu'est-ce qu'il se passe ici ?»
demanda-t-il. Reese se tourna, hilar. Le papy veut me défier en sparring. André regarda les deux hommes, l'air d'abord confus, puis intéressé. Sérieux? 3 rounds, répéta Zek. Pas de casque. Juste des gants et protège-dents. André éclata de rire. Tu sais quoi? On va le faire ce vendredi. On va diffuser en direct. Ça va faire le buzz quand Reese mettra KO. La sécurité sociale. Le gymnase explosa d'excitation. Les téléphones se levèrent pour filmer le moment. Maya se fraya un chemin jusqu'à Zek. T'es fou? Lui murmura-t-elle. Il a la moitié de ton âge et il est au sommet de sa forme. Zek gardait les yeux sur Reese, qui jouait déjà pour les caméras. L'âge, c'est qu'un chiffre. La fierté, c'est autre chose. Depuis le pas de sa porte, Miguel observait, l'air soucieux. Il rentra dans son bureau, tira une vieille boîte en carton de sous son bureau et commença à feuilleter de vieux magazines de boxe. 1 heure plus tard, il s'arrêta net devant une couverture jaunie de 1982. Là, derrière un jeune champion charismatique, se tenait un Zek plus jeune. Intense. Concentré. Impressionnant. Le titre disait « L'esprit derrière le champion, Ezekiel Zek Miles ». Miguel resta figé, le magazine tremblant légèrement entre ses mains. Ce vieil homme n'était pas un simple ancien boxeur. Si c'était bien Zek Miles, alors ils avaient sous les yeux une légende. Un des plus grands entraîneurs que la boxe ait jamais connu. Un homme qui avait disparu si complètement du monde de la boxe que beaucoup le pensaient mort. Et dans 3 jours, il allait monter sur le ring avec Rhys Jackson, le protégé des Iron Kings, devant une audience en direct. La nouvelle du combat se répandit comme une traînée de poudre dans le monde de la boxe. Les abonnés de Rhys triplèrent en une nuit. La plupart s'attendaient à un spectacle comique, le jeune coq contre le vieil homme délirant. Peu imaginaient qu'il assisterait peut-être à la résurrection d'un fantôme. Mais Talia Wright n'était pas comme les autres. Jeune journaliste sportive passionnée par les légendes oubliées, elle avait le flair de l'authenticité. Lorsqu'elle tomba sur le même article que Miguel, quelque chose s'illumina. Elle commença à creuser, fouillant dans les archives de l'âge d'or de la boxe, croisant noms et visages. Pendant ce temps, l'atmosphère au gymnase avait changé. Des clans se formaient, la majorité soutenant Reese dans les moqueries et les paris sur combien de temps mettrait le vieil homme à tomber, tandis qu'une minorité, Maya en tête, observait Ek avec un mélange de respect et de curiosité grandissante. Le lendemain matin, Maya aborda Ek alors qu'il s'échauffait en faisant du shadowboxing. « Pourquoi tu fais ça ?» lui demanda-t-elle franchement. « T'as rien à prouver à ces gens. » Zek continuait à enrouler ses bandes autour de ses mains, le geste fluide, précis, presque méditatif. « Parfois, le silence devient trop bruyant, dit-il enfin. Et parfois, il faut rappeler au monde ce qu'il a oublié. Qu'est-ce que le monde a oublié sur toi, Ek ?» Au lieu de répondre, Ek sortit une vieille photo plastifiée de son sac. On y voyait un jeune Zek entre 2 boxeurs. L'un, puissant et charismatique. L'autre, plus jeune, mais avec les mêmes yeux, la même mâchoire. Ray Lightning Barnes, disait qu'en montrant le premier. Invaincu à l'époque. 28 victoires, 22 par KO. Tu as entraîné Ray Barnes? Le Ray Barnes? Pendant 8 ans. De son premier combat pro à son dernier. Et l'autre gars? Zek baissa les yeux, une tristesse ancienne dans son regard. Mon fils. Damian. Avant que Maya ne puisse en demander plus, la bande de Reese fit irruption dans le gym, musique à fond. Reese portait un t-shirt avec un dessin caricatural d'un vieil homme KO. Au sol. La légende disait « Plan de retraite. 3 jours, papy, lança Reese. T'as bien payé ta mutuelle au moins ?» Zek l'ignora, rangea simplement la photo et reprit l'enroulement de ses bandes. Maya, elle, fusilla Reese du regard. Ce même après-midi, pendant la pause déjeuner, Miguel approcha Ek avec le magazine à la main. « C'est bien toi, hein? Ezekiel Miles, entraîneur de Ray Barnes. Le stratège derrière cette champion du monde. » Zek jeta un œil au magazine, puis à Miguel. « Cette vie s'est arrêtée avec mon fils. » Miguel s'approcha. Que s'est-il passé? Tout le monde se posait la question. Un jour, t'étais au sommet. Le lendemain, plus rien. Disparu.
Certaines choses ne se réparent pas en restant, répondit Zek, sa voix pleine de douleur et de finalité. Plus tard, Talia arriva au gymnase, bloc-notes en main, carte de presse bien visible. André la remarqua aussitôt et passa d'un air blasé à celui d'un hôte enthousiaste. Talia Wright, Détroit Sport Network, se présente à TL. Elle se présenta. Je fais un reportage sur l'histoire de la boxe à Détroit. J'ai entendu dire que vous avez quelqu'un d'intéressant ici. La poitrine d'André se gonfla. Vous parlez de Reese? Oui, c'est notre étoile montante. Il a déjà des sponsors qui s'intéressent à lui. Talia l'interrompit. Je parlais d'Ezekiel Miles. Le sourire d'André s'effaça. Le vieux? Qu'est-ce qu'il a? Juste pour confirmer, c'est bien le même Zek Miles qui a entraîné Ray Barnes et 6 autres champions dans les années 80 et 90, répondit Talia, observant attentivement la réaction d'André. Attendez, quoi? La confusion d'André semblait sincère. Ce n'est pas possible. Ce n'est qu'un vieux qui traîne ici. Non loin de là, Maya entendit la conversation. Elle s'éclipsa pour retrouver Miguel, qui confirma ce qu'elle soupçonnait depuis qu'elle avait vu la photo. C'est bien lui, dit Miguel à voix basse. Cet homme était un génie. Il savait lire les boxeurs comme personne, leurs forces, leurs faiblesses, leur psychologie. Les combattants venaient à lui briser et repartaient champions. Alors pourquoi est-il ici? Pourquoi maintenant? Demanda Maya. Miguel secoua la tête. C'est le mystère. Il a tout abandonné après la mort de son fils sur le ring. Plus personne n'a eu de nouvelles de lui depuis 20 ans, peut-être. Et maintenant il réapparaît, défie Reese. Il s'arrêta, troublé par les implications. Lorsque la rumeur se répandit que le vieil homme pourrait en fait être un entraîneur légendaire, l'attitude d'André changea. Talia l'entendit au téléphone, tout excité, parler de l'opportunité promotionnelle du siècle, expliquant comment il pouvait transformer ça en une vraie mine d'or. De son côté, l'assurance en ligne de Reese commençait à se fissurer après avoir vu de vieilles vidéos de Barnes que Talia lui avait montrées. Il s'entraînait avec une concentration inhabituelle, son arrogance habituelle mise de côté. L'un de ses amis le surprit à regarder une vidéo de Zek faisant de l'ombre, filmée en cachette avec un téléphone. « Tu flippes à cause de papy ?» le taquina-t-il. « Na, répondit Reese un peu trop vite. Je veux juste pas le blesser trop fort. Mauvais pour l'image, tu vois. » Mais l'intensité accrue de son entraînement racontait une autre histoire. La veille du combat, Egg visita un petit cimetière en périphérie de la ville. La pierre tombale était simple. Damian Miles, fils bien-aimé, 1975-1998. Zek y déposa une paire de petits gants de boxe et la photo que Maya avait vue. « Demain, ce n'est pas pour gagner, mon fils, dit-il à la tombe silencieuse. C'est pour se souvenir de qui nous étions. » Quand il retourna au gymnase ce soir-là, il le trouva transformé. Éclairage professionnel, caméraman testant les angles, André donnant une interview à une chaîne sportive locale. Il se présentait comme l'homme qui avait redécouvert Ezekiel Miles et l'avait ramené de sa retraite. « J'ai toujours cru qu'il fallait honorer les légendes, » disait André avec aisance. « Quand j'ai compris qui il était, j'ai su que le monde de la boxe devait revoir le maître une dernière fois. » Zek passa sans un mot, se dirigeant vers les vestiaires, où il trouva Maya qui l'attendait. « Il transforme ça en cirque, » dit-elle, dégoûtée. « Un cirque a toujours besoin d'artistes, » répondit Zek avec un léger sourire. « Comment va ton crochet ?» Le changement de sujet la prit au dépourvu, mais elle comprit que Zek voulait se concentrer sur l'essentiel. « Je l'ai placé net sur le sac de frappe hier. »« Bien. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Tu te bats pour toi, pas pour eux. » Maya hocha la tête. « Demain, » continua Zek, « peu importe ce qui se passe, garde ça en tête. Ton chemin ne fait que commencer. Ne laisse personne d'autre le définir à ta place. » Il y avait une tonalité de fin dans sa voix qui la troubla, comme s'il disait adieu. « Et » commença-t-elle, mais elle fut interrompue par l'entrée de Reese dans les vestiaires. Fait surprenant, il était seul. Pas d'équipe, pas de caméra. Il resta un instant, gêné, les regardant tous les deux. « Je peux te parler ?» demanda-t-il à Zek. Seul. Maya hésita, sur ses gardes, mais elle hocha la tête pour qu'elle sorte. Elle partit à contre-cœur, jetant un dernier regard inquiet.
Une fois seul, le masque de Rhys tomba un peu. Écoute, j'ai vu les vidéos de Ray Barnes. C'était vraiment toi qui l'entraînais. Zek acquiesça. Alors pourquoi? Rhys désigna vaguement l'apparence modeste de Zek, son vieux sac, ses vêtements usés. Pourquoi tout ça? Tu pourrais gagner plein d'argent comme entraîneur. L'argent ne guérit pas tout, répondit simplement Ek. Rhys se tortilla, mal à l'aise. Pour demain, tout ce que j'ai dit en ligne, c'était juste pour le buzz, tu vois? Aucun manque de respect. Le respect se gagne sur le ring, répliqua Zek. Ni avant, ni après. Rhys voulut dire autre chose, mais s'abstint. Il hocha la tête et sortit, visiblement moins sûr de lui. Le matin du combat, la présence médiatique était inattendue. Ce qui avait commencé comme une mise en scène de gym devint une véritable histoire de boxe. Le retour d'un entraîneur légendaire après des décennies d'absence. L'article préliminaire de Talia était devenu viral pendant la nuit, attirant l'attention de chaînes sportives au-delà du marché local. André était euphorique, enchaînant les interviews, se présentant comme le génie derrière toute cette mise en scène. Miguel, de son côté, observait cela avec un mépris grandissant et finit par tirer Ek à l'écart. « Tu sais qu'il t'utilise, hein ?» dit Miguel à voix basse. « Quelles que soient tes raisons de faire ça, sache qu'André va en tirer tout le profit possible. » Zek hocha la tête. « Certaines leçons ont besoin d'un public, » répondit-il de manière énigmatique. À midi, le gymnase était bondé. Des sièges temporaires avaient été installés autour du ring. Les téléphones étaient dégainés, les directs déjà lancés. L'ambiance était électrique, un mélange étrange de moquerie, de curiosité, et pour ceux qui comprenaient la signification de l'identité de Zek, de respect. Dans les vestiaires, Ek se préparait méthodiquement. Il enroulait ses mains avec la même précision qu'autrefois, comme lorsqu'il préparait ses champions pour les combats. Ses gestes étaient lents, délibérés, concentrés. Maya le trouva assis calmement sur un banc, les yeux fermés. « Tout le monde parle de toi dehors, » dit-elle. « Ils disent que tu vas te ridiculiser. » Zek ouvrit les yeux, une certitude sereine dans le regard, qui rassura Maya plus que ses propres pensées. « Le seul qui peut me ridiculiser, c'est moi, » répondit-il. « Et j'ai fait la paix avec mes limites il y a longtemps. » Maya hésita, puis le serra dans ses bras impulsivement. « Montre-leur, » chuchota-t-elle. « Montre-leur à tous. » Quand Zek entra dans le ring, la foule passa d'une anticipation moqueuse à quelque chose de plus profond. Il avançait avec la dignité tranquille de quelqu'un qui n'avait rien à prouver, mais tout à montrer. Ceux qui étaient venus pour un spectacle grotesque comprirent soudain qu'ils allaient peut-être être témoins de toute autre chose. Rhys entra à son tour, son entrée habituellement théâtrale étant cette fois sobre. Il portait une tenue d'entraînement simple au lieu de ses habits tapax sans grave-l'œil. Son regard était différent aussi, concentré, respectueux, peut-être même un peu inquiet. Lorsqu'ils se rencontrèrent au centre du ring pour les instructions de l'arbitre, Rhys tendit son gant en signe de sportivité, surprenant nombre de ses fans. Zek répondit au geste, son visage impassible. « La vie s'est arrêtée avec mon fils. » Miguel se pencha, curieux. Que s'est-il passé? Le monde entier de la boxe se posait la question. Un jour, tu es au sommet, et le lendemain, tu disparais. Disparu. Il y a des choses que rester ne peut pas réparer, répondit Zek, sa voix chargée d'une telle finalité qu'elle décourageait toute autre question. Plus tard dans la journée, Talia arriva à la salle de sport, bloc-notes en main, son badge de presse bien en évidence. André la remarqua immédiatement, passant d'un propriétaire de salle désintéressé à un hôte charmant en une fraction de seconde. Talia Wright, Détroit Sport Network, se présente à TL. Je fais un article sur l'histoire de la boxe à Détroit. On m'a dit que vous aviez quelqu'un d'intéressant ici. Le torse d'André se gonfla. Vous parlez de Rhys? Oui, c'est notre étoile montante. Il a déjà des sponsors sur les rangs pour... En fait, l'interrompit Talia, je parlais d'Ezekiel Miles. Le sourire d'André se figea. Le vieux? Qu'est-ce qu'il a? Je voulais juste confirmer s'il s'agit bien du même Zek Miles qui a entraîné Ray Barnes et 6 autres champions dans les années 80 et 90, répondit-elle en observant attentivement sa réaction. Quoi? André semblait réellement surpris. Ça ne peut pas être lui. C'est juste un vieux qui traîne dans le coin. Maya le trouva assis là, seul sur un banc, les yeux fermés. Concentration.
Tout le monde parle de toi dehors, dit-elle. Ils disent que tu vas te ridiculiser. Zek ouvrit les yeux, une certitude calme dans le regard qui apaisa les nerfs de Maya bien plus que ses propres pensées. La seule personne qui peut me ridiculiser, c'est moi, répondit-il. Et j'ai fait la paix avec mes limites il y a bien longtemps. Maya hésita, puis l'enlaça spontanément. Montre-leur, murmura-t-elle. Montre-leur à tous. Lorsque Zek fit son entrée sur le ring, la réaction de la foule passa d'une anticipation moqueuse à quelque chose de plus complexe. Il avançait avec la dignité tranquille de quelqu'un qui n'avait rien à prouver, mais tout à démontrer. Ceux qui étaient venus s'attendre à un simple spectacle commencèrent à ressentir qu'ils allaient peut-être assister à autre chose. Ri entra de l'autre côté, son entrée habituellement théâtrale volontairement atténuée. Il portait une tenue d'entraînement simple, loin de ses accoutrements habituels et tapa accent grave l'œil. Son regard aussi était différent, concentré, respectueux, peut-être même légèrement inquiet. Lorsqu'ils se retrouvèrent au centre du ring pour les instructions de l'arbitre, Ri tendit son gant dans un geste de sportivité qui surprit bon nombre de ses fans. Zek le toucha en retour, sans laisser transparaître la moindre émotion sur ce qui allait suivre. Alors, de quoi s'agissait-il? Se souvenir, répondit-il simplement, et peut-être aider quelqu'un d'autre à se souvenir aussi. Maya sortit son téléphone et lui montra les images du combat, déjà visionnées des centaines de milliers de fois pendant la nuit. Les commentaires mêlaient admiration, excuses pour l'avoir sous-estimé, et appel à en savoir plus sur ce vieux boxeur de l'école ancienne qui avait donné une leçon aux jeunes prétendants. « Tu es célèbre maintenant », dit-elle avec un léger sourire. Zek secoua la tête. La célébrité s'efface. Les compétences, non. Pendant qu'il parlait, Maya remarqua l'arrivée de Ri au gymnase, plus réservé et pensif. Pas d'entourage cette fois, pas de téléphone pour enregistrer ses moindres gestes. Il croisa le regard de Maya et lui fit un signe de tête respectueux avant de commencer son entraînement, bien plus concentré et méthodique que d'habitude. Pendant ce temps, Miguel explorait les vieilles cassettes VHS entreposées dans les archives poussiéreuses du gymnase, des décennies de combats et de séances d'entraînement. La plupart n'étaient pas étiquetées, ou portaient des inscriptions à moitié effacées. Il fouillait depuis la nuit précédente, mu par une intuition après avoir vu Zek sur le ring. Au fond de la réserve, il trouva ce qu'il cherchait, une cassette simplement marquée « Barnes dernière séance ». Il l'inséra dans un vieux magnétoscope. Sur l'écran, des images granuleuses montraient Ray Barnes en plein entraînement intensif. En arrière-plan, à peine visible mais reconnaissable, on entendait Ek donner des instructions avec le même ton posé qu'il utilisait aujourd'hui avec Mir. Miguel rembobina plusieurs fois, analysant les techniques, la stratégie, les méthodes uniques qui avaient rendu Barnes presque imbattable. Il attrapa ensuite son téléphone et appela Talia. « On tient une histoire, » dit-il quand elle décrocha. « Et elle est plus grosse qu'on ne le pensait. » Pendant que Miguel et Talia fouillaient le passé, Maya poursuivait son entraînement sous la direction discrète de Zek. Ses méthodes étaient peu orthodoxes selon les standards modernes, accent sur les fondamentaux, l'économie d'énergie, la guerre psychologique plutôt que la force brute ou la vitesse. Chaque séance s'appuyait sur la précédente, construisant un système cohérent qui commença à transformer l'approche de Maya envers la boxe. La boxe, ce n'est pas qui frappe le plus fort, lui disait Ek. C'est celui qui parvient à imposer sa stratégie tout en empêchant l'autre d'imposer la sienne. Au fil de la semaine, de plus en plus de boxeurs expérimentés commencèrent à graviter autour de Zek, lui posant des questions, cherchant des conseils. Même André, d'abord méprisant, mentionna finalement la présence de Zek dans les supports de promotion du gymnase, profitant de l'intérêt grandissant. Un après-midi, Maya découvrit dans le sac de sport de Zek un petit mémorial, une coupure de journal usé annonçant le décès de Damian et un vieux ruban d'un championnat amateur. Ce sanctuaire personnel en disait long sur une blessure jamais complètement refermée. Plus tard, alors qu'elle l'aidait à ranger du matériel, Maya trouva le courage de poser la question qui la hantait. « Zek, si ça te fait tant souffrir d'être dans le monde de la boxe, pourquoi être revenu ?» Zek fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Parfois, la seule façon de dépasser la douleur, c'est de la traverser. J'ai évité ce monde pendant 20 ans. Ça n'a rien réparé. Il jeta un regard circulaire autour du gymnase, ses yeux s'arrêtant sur les jeunes combattants qui s'entraînaient avec détermination. Peut-être qu'il y a encore ici quelque chose qui mérite d'être sauvé. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens que Maya ne pouvait entièrement saisir. Ce soir-là, Talia retrouva Miguel dans un petit dîner,
à quelques pâtés de maison du gymnase. Ils étalèrent leurs recherches sur la table. Vieux articles, résultats de combat, documents du FBI, images fixes tirées des vidéos VHS. Tout est connecté, expliqua Talia, la voix vibrante d'excitation. Ray Barnes est mort peu après avoir refusé une série de combats d'exhibition suspects. La même société qui lui avait proposé ces combats appartenait en partie à Clive Rocco, l'ancien partenaire d'André à la fondation d'Iron Kings, compléta Miguel, comprenant soudain. Tu crois qu'André était impliqué dans des combats truqués? Je ne sais pas encore, admit Talia. Mais c'est une sacrée coïncidence que Zeke Miles débarque par hasard dans le gymnase cofondé par l'homme possiblement lié à la mort de son plus grand protégé. Miguel se recula, pensif. Zeke est au courant? S'il l'est, il ne l'a jamais dit, répondit Talia. Mais j'ai bien l'intention de le découvrir. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'André se trouvait dans une cabine au fond du dîner. Il observait leur conversation animée, le visage assombri, apercevant les documents étalés devant eux. 3 jours plus tard, le gymnase Iron Kings était méconnaissable. Ce qui avait commencé comme un simple combat amical entre un vieil homme et un jeune arrogant s'était transformé en une véritable exhibition de boxe. La nouvelle s'était répandue via les réseaux sociaux et les premiers articles de Talia. Des gradins temporaires entouraient désormais le ring. Un dispositif de diffusion professionnelle avait remplacé les vidéos tremblotantes prises sur téléphone. Le public avait changé lui aussi. Ce n'étaient plus seulement les membres du gymnase et les fans de riz, mais des passionnés de boxe, d'anciens champions, et même quelques recruteurs de promotion professionnelle, tous attirés par les rumeurs du retour de la légende Ezekiel Miles sous les projecteurs. Dans les vestiaires, Ek se préparait avec un calme méthodique. Pas d'équipe, pas d'entraîneur. Juste un homme seul, en train de s'enrouler les mains lui-même. Précision maîtrisée. Maya entra avec hésitation, l'inquiétude visible sur son visage. « Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-elle. Tu as déjà prouvé ton point. » Zeke esquissa un faible sourire. « Pas encore. Certaines leçons demandent plus d'une session. Ri s'entraîne différemment depuis votre dernier combat, le prévint Maya. Plus concentré, plus sérieux. Bien. » Zeke acquiesça. Peut-être qu'il commence enfin à comprendre. À l'autre bout de la salle, Ri abordait effectivement ce nouveau combat avec un sérieux inédit. Fini les préparations théâtrales et les publications sur les réseaux sociaux. Il s'échauffait méthodiquement, une expression de concentration et de détermination sur le visage. André traversait la foule, jouant les hôtes attentionnés, mais ses yeux revenaient sans cesse vers Miguel et Talia, assis ensemble près de la table des commentateurs. La tension entre eux était palpable. Un sous-texte que peu dans l'audience pouvaient percevoir. Lorsque les combattants furent appelés sur le ring, un silence s'abattit sur la salle comble. Les téléphones furent levés, les diffusions en direct lancées. L'énergie ambiante était un mélange complexe d'anticipation, de curiosité et surtout de respect. Ri entra le premier, son entrée habituelle pleine de fanfaronnades remplacée par une approche professionnelle. Il salua brièvement la foule avant de rejoindre son coin. Quand Zeke apparut, la réaction fut immédiate. Des murmures de reconnaissance chez les plus âgés, des chuchotements curieux chez les plus jeunes. L'arbitre les appela au centre du ring pour les consignes. Ri croisa le regard de Zeke, hochant la tête en guise d'acceptation. Les moqueries théâtrales de leur première rencontre avaient laissé place à un respect professionnel. Combat propre, messieurs, leur rappela l'arbitre. 3 rounds. Retournez dans vos coins. La cloche sonna et Ri attaqua avec une agressivité contrôlée, testant la défense de Zeke avec des jabs mesurés, plutôt que des coups puissants et désordonnés. Zeke répondit par de subtils déplacements, changeant d'angle, créant de la distance, perturbant le rythme de Ri sans gaspiller d'énergie. Il ne se bat même pas, se plaignit un spectateur. Il fait juste esquiver. Un vétéran du ring secoua la tête. Regardez mieux. Il observe, il collecte des informations. À l'ancienne. Pendant tout le premier round, Ek resta défensif, absorbant les attaques de plus en plus frustrées de Ri avec un minimum d'effort. À la fin du round, Ri retourna dans son coin, l'air confus plutôt que confiant. « Qu'est-ce qu'il fait ?» demanda André depuis l'extérieur du ring. « Il te ridiculise. Fonce. » Ri secoua la tête. « C'est comme frapper du brouillard. Il est toujours un demi-pas en avance. » Le deuxième round commença avec Ri tentant de couper le ring, forçant Zeke vers les coins.
Cela sembla fonctionner un instant, jusqu'à ce que Zek glisse sous un crochet et pivote, laissant Ri frapper dans le vide. « Allez, papy !» lança Ri au milieu du round, la frustration dans la voix. « Montre-moi ton vieux kung-fu. » Une lueur, peut-être d'amusement, traversa le visage de Zek. Il poursuivit sa démonstration défensive, plaçant de temps en temps des contre-attaques légères, précises, qui semblaient destinées à instruire plutôt qu'à blesser. L'énergie de la foule changea, de l'excitation, elle passa à la fascination. Ce n'était plus un combat déséquilibré, mais une leçon vivante des arts subtils de la boxe. Alors que le deuxième round touchait à sa fin, Ri lança une série désespérée de coups, déterminé à toucher sérieusement. Zek encaissa la rafale, puis, au moment parfait, s'inséra dans la garde de Ri. L'uppercut sembla surgir de nulle part, un coup compact, parfait, de moins de 15 cm, mais porteur de décennies de savoir-faire. Il atteignit le plexus solaire de Ri avec une précision chirurgicale. L'impact n'était pas spectaculaire visuellement, mais l'effet fut immédiat et dramatique. Les yeux de Ri s'écarquillèrent. Il expira violemment. Ses jambes cédèrent alors que l'oxygène quittait son corps. Il recula, haletant, et tomba à un genou. La salle devint silencieuse. Les téléphones s'abaissèrent. Même Miguel, qui soupçonnait les véritables capacités de Zek, parut stupéfait par la précision et le timing du coup. L'arbitre entama le compte, mais c'était formel. Ri avait posé un genou à terre, c'était un knockdown. Mais plus encore, la dynamique du combat venait de basculer. Le mythe du vieil homme inoffensif venait d'être brisé par un seul coup parfait. Ri se releva difficilement avant le compte de 8. Zek se tenait dans un coin neutre, l'expression impassible. Pas de célébration, pas de fanfaronnade, juste le calme d'un artisan qui venait de démontrer un principe fondamental. Lorsque le combat reprit, Ri s'approcha avec une prudence nouvelle, un respect visible dans ses gestes. Zek hocha subtilement la tête, reconnaissant la leçon apprise. Ils terminèrent le round avec un échange technique mettant en valeur les compétences des deux combattants, sans drame supplémentaire. À la dernière cloche, la foule éclata, non pas de surprise ou de moquerie, mais d'une appréciation sincère. Ils étaient venus pour un spectacle, ils avaient vu un cours magistral. Zek n'attendit pas que l'arbitre lève une main. Il retira simplement ses gants, salua Ri avec respect, et quitta le ring sans fanfare. Le geste en disait long. Il n'avait jamais été question de victoire ou de défaite. C'était une leçon, un rappel, une reconquête de quelque chose de perdu. Alors que Zek se dirigeait vers les vestiaires, la foule s'écarta devant lui. Beaucoup lui touchèrent l'épaule, lui serrèrent la main. Les vétérans du sport hochèrent la tête en signe de reconnaissance. Les jeunes boxeurs le regardaient avec des yeux neufs, soudainement conscients de la profondeur de l'art qu'il poursuivait. Maya fendit la foule et l'enlaça impulsivement. « Tu l'as fait » murmura-t-elle. Ils se souviennent maintenant. Le visage usé de Zek s'adoucit en un sourire sincère. « Je ne voulais pas leur mémoire » dit-il doucement. « Je voulais juste la paix. » Alors qu'il parlait, Miguel s'approcha, une vieille cassette VHS à la main. « Zek, » dit-il avec urgence. « Il faut qu'on parle de Ray Barnes. De ce qui s'est vraiment passé. » L'expression de Zek changea, une ombre de douleur ancienne traversant son regard. « Certains fantômes feraient mieux de rester là où ils sont, Miguel. »« Pas cela, » insista Miguel. « Pas si lente encore cette salle. » Avant que Zek ne puisse répondre, son téléphone vibra. Les notifications en ligne affluaient. Le clip de son uppercut se répandait comme une traînée de poudre. Les titres apparaissaient déjà. Un vieux fait taire un grande gueule. La légende est de retour. Ezekiel Miles, le vrai deal. De l'autre côté de la salle, André observait la scène d'un œil calculateur, son téléphone à l'oreille. « Oui, c'est confirmé, » dit-il à son interlocuteur. « C'est vraiment lui, Ezekiel Miles. Non, je ne pense pas qu'il soit au courant de notre lien. Oui, il faut contenir ça vite. » En raccrochant, il aperçut Talia qui filmait les réactions du public. Leurs regards se croisèrent brièvement. Le sien était méfiant. Le sien, curieux. Un silence chargé de sens passa entre eux. L'histoire était loin d'être terminée. Au centre de tout cela, Ek restait debout, sans chercher ni fuir l'attention. Pour la première fois depuis des décennies, il était pleinement présent.
Il avait autrefois défini le monde de la boxe, puis l'avait abandonné. Le poids du passé pesait encore lourdement sur ses épaules. Mais quelque chose avait changé. Une porte longtemps fermée s'était entr'ouverte, laissant la lumière illuminer des ombres trop longtemps restées dans l'obscurité. L'uppercut qui avait stupéfié la salle avait fait bien plus que faire taire les doutes. Il avait annoncé qu'Ezekiel Miles n'était plus un fantôme du passé de la boxe. Il était une force avec laquelle il faudrait désormais compter, dans le présent comme dans l'avenir. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres crasseuses du petit appartement de Talia, illuminant des piles de documents de recherche étalés sur sa table à manger. Des photos de Ray Barnes à son apogée, des coupures de journaux de combat de championnat, des impressions de documents du FBI, et au centre, un bloc-notes rempli de questions pour Ezekiel Miles. Quand la sonnette retentit, elle fut surprise de voir Eck lui-même devant la porte, visiblement mal à l'aise dans ce cadre résidentiel. « Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes à moi », dit Talia en l'invitant à entrer. « Certaines conversations doivent se tenir loin de certaines oreilles », répondit Zek, posant les yeux sur les documents étalés. Mêlés de nostalgie et de douleur, ils s'assirent l'un en face de l'autre, 2 tasses de café entre eux. Le dictaphone de Talia était posé sur la table, mais elle ne fit aucun geste pour l'activer, comprenant que l'ouverture de Zek dépendait du lien humain, pas du rôle de journaliste. « Après hier, les gens voudront connaître toute l'histoire, » dit-elle doucement. « Pas seulement le coup de poing, mais toi. Où tu étais? Pourquoi tu as disparu ?» Zek hocha la tête, passant une main usée sur son visage. « J'étais personne au départ, juste un jeune de retour du Vietnam, rempli de cauchemars et sans direction. La boxe m'a donné de la discipline, au moment où j'en avais le plus besoin. » Talia prit des notes pendant qu'il racontait le parcours d'un vétéran revenu de guerre, qui avait trouvé un but dans la violence structurée du ring. Comment il avait canalisé ses démons en quelque chose de productif. Comment il s'était frayé un chemin à travers la division des poids moyens, avec plus de cœur que de talent, pour finir par prendre sa retraite avec un palmarès respectable mais sans éclat. L'entraînement, ça me venait naturellement, poursuivit Eck. Je voyais toujours ce que les autres faisaient mal. Même si je ne pouvais pas toujours le corriger chez moi. J'ai commencé à coacher, à me faire une réputation en redressant les carrières de boxeurs en difficulté. Et puis Ray Barnes est arrivé, souffla Talia pour le relancer. Un mince sourire traversa le visage de Zek. Ray, c'était de la foudre en bouteille. Un talent brut comme j'en avais jamais vu. Tout le monde voulait sa part. Mon boulot n'était pas seulement de l'entraîner. C'était de le protéger des vautours. Pendant presque 1 heure, Eck raconta son ascension d'entraîneur inconnu à architecte derrière l'un des champions les plus dominants de la boxe. Cette défense de titre, chacune plus impressionnante que la précédente. Des couvertures de magazines, des passages à la télévision, des contrats publicitaires, l'âge d'or d'un partenariat qui semblait invincible. Mais c'est Damian qui comptait vraiment pour moi, dit Eck, sa voix s'adoucissant. Entraîner mon fils, c'était différent. Plus difficile à certains égards, mais aussi plus gratifiant. Talia poussa une boîte de mouchoirs vers lui pendant qu'il évoquait la carrière prometteuse de Damian, son sens technique mêlé à un instinct naturel. La dynamique compliquée d'être à la fois père et entraîneur pour un jeune homme déterminé à forger son propre héritage. Je l'ai supplié de ne pas accepter ce combat clandestin, dit Zek, la voix légèrement brisée. L'adversaire était trop expérimenté, trop dangereux. Mais Damian avait 23 ans, il se croyait invincible. Il avait besoin d'argent, de reconnaissance. Zek se tut, perdu dans le souvenir de cette nuit. Talia attendit patiemment, comprenant que certaines blessures ne guérissent jamais vraiment. 3e round, reprit-il enfin. J'ai vu les signes avant que ça n'arrive. Sa garde qui tombait, ses réflexes qui ralentissaient. J'ai lancé la serviette, mais l'arbitre regardait ailleurs. Encore une combinaison, et Damian est tombé. Il ne s'est jamais relevé. Je suis désolé, dit doucement Talia. On l'a enterré un mardi, dit Zek. J'ai quitté la boxe le mercredi. Vendu tout ce que je possédais avant la fin du mois. Et j'ai commencé à marcher, sans vraiment m'arrêter jusqu'à ce que tu tombes sur Iron Kings, compléta Talia. Zek hocha la tête. C'était pas prévu. Quelque chose m'a attiré là-bas. Talia hésita, puis étala prudemment les documents du FBI qu'elle avait découverts. Tu devrais savoir une chose sur la mort de Ray Barnes. Le rapport officiel parle d'un accident de voiture.
Mais ces documents suggèrent qu'il pourrait y avoir un lien avec des combats truqués. Un homme nommé Clive Rocco était sous enquête. L'expression de Zek s'assombrit en examinant les papiers. Rocco. Il traînait toujours à la périphérie du sport. Promoteur, investisseur. Toujours avec un plan. Il était aussi le partenaire silencieux d'André quand Tyrone Kings a ouvert, dit Talia à voix basse, scrutant la réaction de Zek. Un mélange complexe d'émotions traversa son visage, surprise, colère, puis une sombre compréhension. Peut-être qu'il n'y a pas de coïncidence, murmura-t-il. Pendant que Zek digérait cette révélation, de l'autre côté de la ville, Maya faisait face à son propre tournant. Lucaden, un promoteur élégant dans un costume hors de prix, était assis dans le bureau d'André, lui présentant une opportunité en or. 6 chiffres garantis, dit Lucas d'une voix douce. Plus un pourcentage des recettes et du pay-per-view. C'est le genre de chance dont rêvent les boxeurs. Maya aurait dû être folle de joie. Au lieu de cela, elle demanda. Le premier test officiel de cette nouvelle approche arriva lorsque le combat de Mir fut reprogrammé dans une petite salle diffusée au niveau national. Sans la promotion de Lucaden, la bourse était moindre, l'adversaire moins prestigieux, mais le combat était honnête, sans attente cachée ni résultat orchestré. Les complications commencèrent aussitôt. La commission locale de boxe, influencée par les relations d'André, insista pour que Zek ne soit pas autorisé à figurer officiellement comme entraîneur de Mir. Le promoteur, craignant pour ses relations avec la commission, les informa à contre-cœur qu'André serait désigné entraîneur officiel. « C'est de la merde », s'emporta Maya dans l'entrepôt après avoir appris la nouvelle. « Tout le monde sait que c'est toi, mon coach. » « La politique, » répondit Ek calmement. « Ça a toujours fait partie de la boxe. On va s'adapter. » Avec Miguel, ils développèrent un système de signaux manuels codés et de tactiques prédéfinies permettant à Zek de communiquer avec Maya depuis le public. Miguel serait son homme de coin officiel, traduisant les instructions de Zek entre les rounds. « Ce n'est pas idéal, » admit Miguel, « mais ça nous garde dans le jeu pendant qu'on mène la vraie bataille. » À l'approche du combat, Ri découvrit un détail troublant. Grâce à ses contacts parmi les boxeurs, il apprit que l'adversaire de Mir, Carla, la bouchère V, avait été approché par l'organisation de Lucaden. Ils lui ont proposé de l'argent pour perdre le combat, rapporta Ri lors d'une réunion d'urgence à l'entrepôt. Mais y a un piège. Elle doit faire semblant tant que Maya ne domine pas trop. Si Maya prend le dessus, elle doit tout donner. Un piège, conclut Zek. Si Maya suit notre stratégie et commence à dominer, Carla se déchaîne. Si elle galère, Carla se couche, et tout le monde dira que la victoire de Maya est arrangée. Et donc, on la discrédite, ajouta Miguel sombrement. Et nous avec. Alors on fait quoi? Demanda Maya, la pression visible dans sa voix. Zek réfléchit un instant, puis hocha la tête avec détermination. On change les règles. S'ils veulent jouer aux échecs, nous on joue au poker. Le soir du combat arriva. La petite salle était pleine à craquer. Zek, interdit de vestiaire et de coin, était relégué aux places générales, tout au fond de l'arène. De là, ils ne pouvaient communiquer qu'avec les signaux subtils qu'ils avaient répétés. Une main levée pour indiquer une garde, des doigts tapotants pour changer le rythme, un hochement de tête pour valider une décision. Le premier round fut brutal. Carla arriva en force, ignorant totalement le soi-disant scénario, testant Maya avec des combinaisons lourdes et une pression constante. Maya, surprise par cette intensité, eut du mal à appliquer son plan. « Quelque chose cloche », murmura Miguel entre les rounds, regardant vers Zek dans la foule. « Ce n'est pas ce qu'on avait prévu. » Depuis sa place, Ek fit un petit geste. « Patience. Adapte-toi. Survie. » Au second round, Maya retrouva son calme. Elle utilisa la défense en carapace, devenant une cible insaisissable. L'agressivité de Carla se retourna contre elle à mesure qu'elle gaspillait son énergie sur des coups qui ne touchaient que le vide ou les gants. Zek, dans le public, hocha légèrement la tête, satisfait. Miguel, captant ces signaux, les transforma en conseils techniques précis entre les rounds. Elle charge trop sur la droite. Utilise ce pivot et ce glissement qu'on a répété. Crée des angles. Au troisième et quatrième rounds, le public comprit qu'il assistait à quelque chose d'exceptionnel. Maya ne faisait pas que survivre. Elle donnait une véritable leçon de boxe défensive, frustrant son adversaire de plus en plus désespéré.
Les commentateurs commencèrent à évoquer un style old school rappelant les grands combattants du passé. Dans la section VIP, Lucas Den regardait avec une inquiétude croissante, André à ses côtés. « Ça ne se passe pas comme prévu, » murmura Lucas. « Carla se fait dominer, » répondit André, le visage sombre. « Regarde la défense en carapace. Le contre-timing. C'est du pur rec. Fais-la sortir, » ordonna Lucas. « Dis-lui de finir ça avant que ça empire. » André appela l'entraîneur de Carla, mais c'était trop tard. Le combat avait pris une vie propre, hors de leur contrôle. Au dernier round, Carla, frustrée, lança un coup de coude illégal qui frappa Maia à la tempe. Le public poussa un cri alors que Maia titubait, brièvement sonné. L'arbitre lui donna un avertissement, mais ne retira pas de points. Pendant un instant dangereux, il sembla que le combat pouvait basculer. Puis les yeux de Maia croisèrent ceux de Zek dans la foule. La foule était dense. Son expression était calme, confiante, un rappel silencieux de tout ce pour quoi ils avaient travaillé. Maia se remit, reprit sa position et lança la combinaison de 5 coups de poing qu'ils avaient répétés des centaines de fois dans l'entrepôt. JAB gauche, coup droit au corps, crochet gauche, feinte, coup droit direct. Chaque coup s'enchaînait avec un timing parfait. Le dernier coup de poing droit frappa Carla en plein menton alors qu'elle tentait de contre-attaquer. Carla tomba à genoux. La foule explosa tandis que l'arbitre entamait son compte à rebours. Même si Carla se releva au compte de 8, l'issue du combat ne faisait plus aucun doute. Maia contrôla la dernière minute avec l'assurance d'une vétérante, assurant une victoire que personne ne pouvait contester comme autre chose que méritée. Lorsque la décision fut annoncée, unanime en faveur de Maia, les médias envahirent le ring. Les journalistes lui tendirent des micros, lui posant des questions sur sa performance impressionnante et ses projets futurs. Maia les ignora tous, pointant plutôt vers l'arrière de l'arène. « C'est lui mon coach », lança-t-elle d'une voix qui se fit entendre malgré le bruit de la foule. « Ézéchiel, Miles, c'est grâce à lui que j'ai gagné ce soir. » Les caméras se tournèrent vers Zek, debout tranquillement dans la section générale. Pour la première fois depuis son retour dans le monde de la boxe, il ne se déroba pas à l'attention. Au contraire, il acquiesça, une larme rare perlant au coin de son œil. Pas pour la victoire en elle-même, mais pour la reconnaissance publique d'un héritage qu'il croyait perdu à jamais. Tandis que la foule scandait son nom, Ek réalisa qu'un changement fondamental venait de se produire. Le passé serait toujours là, avec ses triomphes et ses tragédies. Mais peut-être, juste peut-être, il y avait aussi un avenir. La victoire de Maia contre Carla Labuche la propulsa d'une curiosité locale à une véritable espoir de la boxe du jour au lendemain. Les sites sportifs qui couvraient initialement son histoire comme une anecdote humaine analysaient maintenant sérieusement sa technique. Les initiés de la boxe notaient son style distinctif, ses mouvements économiques, son positionnement défensif parfait, ses contre-attaques précisément chronométrées, les marques de fabrique d'Ezekiel Miles. 3 semaines après le combat, Maia reçut un appel inattendu. Une grande promotion voulait l'engager pour leur prochaine carte. Pas comme une simple curiosité de l'affiche, mais en co-événement principal, face à Jasmine Sullivan, la championne actuelle des poids légers. C'était la même opportunité qu'André et Lucas avaient brandie auparavant, mais cette fois-ci offerte par des canaux légitimes, sans condition. Cependant, il y avait une condition importante. Ils insistent pour qu'André soit dans ton coin, expliqua Miguel lors d'une réunion dans leur salle de sport à l'entrepôt, qu'ils avaient officiellement nommé second round, puisqu'il était toujours techniquement ton entraîneur enregistré auprès de la commission. C'est ridicule, protesta Maia. Tout le monde sait que c'est Zek qui m'entraîne. C'est la politique et la paperasse, dit Zek avec un haussement d'épaules résigné. Ça a toujours été comme ça. Talia, qui avait documenté leur parcours pour ce qui était devenu un projet de livre, proposa une solution. Et si on accélère la licence de Zek? J'ai des contacts qui pourraient faire avancer ça avant le combat. Trop risqué, répliqua Miguel. André a trop d'amis à la commission. Il trouverait une excuse pour retarder ou refuser. Alors, on fait avec ce qu'on a, décida Zek. Comme la dernière fois, on élabore un système compliqué, signaux de main, phrases codées, stratégies prévues pour chaque scénario possible. Miguel transmettra les instructions de Zek depuis le public à Maia entre les rounds. Ce n'était pas l'idéal, mais ça devait suffire. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était l'insistance de la promotion pour une grande salle en centre-ville avec une sécurité stricte,
rendant leur système de communication informel presque impossible. Zek fut relégué dans la section générale, trop loin pour des signaux efficaces. La veille de la signature du contrat par Maya, Ri arriva à l'entrepôt avec une mauvaise nouvelle. « J'ai creusé un peu, » dit-il, regardant autour pour s'assurer qu'il n'était pas entendu. « Le combat contre Sullivan, ce n'est pas ce que tu penses. »« Que veux-tu dire ?» demanda Maya, se tendant immédiatement. « Ce n'est plus une question de boxe, » expliqua Ri. « C'est pour vous faire taire, tous autant que vous êtes. » André parle avec Rocco. Ils ont peur de ce que Talia pourrait publier sur leur opération. Miguel conclut d'un ton grave. Ils utilisent ce combat comme levier. Ri acquiesça. Le plan, c'est de faire en sorte que tu perdes lourdement. Sullivan est au courant. Elle va tout donner. Pas de retenue. Ils veulent te discréditer. Discréditer la méthode de Zek. Faire croire que ta victoire précédente était un coup de chance. Pourquoi tu nous dis ça ? Demanda Talia, la suspicion dans la voix. J'étais le garçon préféré d'André il n'y a pas si longtemps, dit Ri en baissant la tête, une honte sincère traversant ses traits. 3 de mes premiers combats professionnels étaient arrangés. Je ne savais pas au début, puis je ne voulais plus savoir. Je me disais que c'était juste comme ça que ça marchait. Il leva les yeux, croisant ceux de Zek. Mais ce n'est pas ça, la boxe. Ce n'est que du théâtre, comme disait Maya. Un lourd silence s'abattit alors que le groupe réfléchissait à leurs options. On pourrait abandonner, suggéra Miguel. Trouver une autre promotion, construire le record de Maya proprement. Et les laisser contrôler le récit. Talia secoua la tête. Ils trouveront quelqu'un d'autre à exploiter. Et puis, ajouta Mia d'une détermination calme, fuir ne résoudra rien. Tôt ou tard, on aura le même problème. Tous les regards se tournèrent vers Zek, qui était resté silencieux tout au long de l'échange. L'ancien entraîneur étudia Maya, évaluant sa détermination face aux défis à venir. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda-t-il simplement. Maya redressa la tête, sa décision déjà prise. « Je veux combattre à mes conditions. Gagner ou perdre, je veux que ce soit vrai. » Zek hocha la tête, une lueur de fierté dans les yeux. « Alors, on s'entraîne comme jamais. » Les semaines suivantes furent les plus intenses de la carrière de Maya. Zek la poussa au-delà de ce qu'elle pensait possible, affinant chaque aspect de sa technique. Ils étudièrent obsessionnellement le style de combat de Sullivan, identifiant ses schémas, ses faiblesses, ses tendances sous pression. Ri fut son principal partenaire d'entraînement, imitant le style agressif de Sullivan tout en y ajoutant ses propres observations tirées de ses années d'expérience. Pendant ce temps, Miguel s'occupait des négociations contractuelles pour minimiser l'influence d'André. Talia poursuivait son enquête, collectant des preuves sur le système de match arrangé qui corrompait la boxe locale depuis des années. Le combat fut programmé pour un samedi soir de juin. La machine promotionnelle s'emballa. Affiches, spots télévisés, campagnes sur les réseaux sociaux, Sullivan contre Johnson, championne contre prétendante. André était mis en avant dans le marketing, présenté comme le maître d'œuvre de la montée de Maya. Zek était notablement absent de tous les documents officiels. Le matin du combat, Ek visita la tombe de Damian comme il l'avait fait avant son propre match contre Ri. Cette fois, il emmena Maya avec lui. « Je n'ai jamais pu le voir atteindre son potentiel, » dit Zek doucement, alors qu'il se tenait devant la simple pierre tombale. C'était la partie la plus dure, de savoir ce qui aurait pu être. Maya resta respectueusement silencieuse, comprenant le poids du moment. « Quoi qu'il arrive ce soir, » poursuivit Ek, « souviens-toi que gagner n'est pas tout. C'est la manière dont tu te bats qui te définit. » Ce soir-là, l'arène bourdonnait d'anticipation. Célébrités et légendes de la boxe occupaient les premières rangées. Les caméras de télévision étaient prêtes pour la retransmission nationale. La sécurité était renforcée, les contrôles d'accréditation effectués à chaque point d'accès, empêchant Ek d'accéder à l'espace des combattants. Dans les vestiaires, Maya se préparait méthodiquement. Ri l'aidait à se bander les mains tandis que Miguel passait en revue les dernières notes stratégiques. André arriva en retard, déjà en train de jouer pour les caméras qui le suivaient. « Prête pour ton grand moment ?» demanda-t-il avec un enthousiasme fin, en tapotant l'épaule de Maya. Elle ne répondit pas, concentrée sur sa préparation mentale. « Écoute, » poursuivit André en baissant la voix, « quoi qu'on ait à régler ce soir, on est dans la même équipe.
Faisons un bon show. Je ne suis pas là pour faire un show, répondit Maya froidement. Je suis là pour me battre. Le sourire d'André se figea. Souviens-toi juste de qui t'a donné cette chance. Je me souviens très bien de qui m'a amené ici, dit Maya en croisant son regard. La tension fut rompue par un officiel annonçant l'heure de la sortie. Maya se leva, roula ses épaules, et prit une profonde inspiration. Quoi qu'il arrive ensuite, il n'y aurait pas de retour en arrière. L'arène éclata alors que Maya faisait son entrée. Son statut d'outsider lui valait un soutien surprenant de la foule. Sullivan arriva quelques instants plus tard, confiante et imposante, sa ceinture de championne tenue bien haut. Dans son coin, une équipe d'entraîneurs et de spécialistes d'élite se préparait à ce qu'ils attendaient clairement être une défense de routine. Alors que Maya prenait place dans le ring, elle balaya la foule du regard, localisant enfin Zek dans les derniers rangs. Il était trop loin pour des signaux précis, mais sa présence seule lui apportait du réconfort. Il hocha la tête une fois, un geste qui exprimait tout ce qu'elle devait savoir. Fais confiance à ton entraînement. Fais confiance à toi-même. L'arbitre les appela au centre du ring pour les instructions. Sullivan dominait Maya de sa taille, utilisant son avantage pour imposer une intimidation. De près, Maya pouvait voir les yeux de la championne, froid, calculateur, professionnel. Ce n'était pas personnel pour Sullivan. C'était juste une affaire. Ils se touchèrent les gants, retournèrent dans leur coin et attendirent le coup de cloche. Miguel donna les dernières instructions à Maya, tandis qu'André ajoutait des commentaires inutiles à côté. Maya les ignora tous les deux, se recentrant, se rappelant les paroles de Zek. C'est la manière dont tu te bats qui te définit. La cloche sonna. Sullivan fonça immédiatement, déclenchant une pluie de coups puissants destinés à mettre fin au combat rapidement. La foule rugit tandis que Maya était repoussée contre. Les cordes la protégeaient contre l'assaut. Dans son coin, André souriait avec arrogance, déjà certain de l'issue promise. Ce que personne, sauf Zek, ne comprenait, c'est que Maya mettait en place une carapace, absorbant la tempête initiale tout en recueillant des informations précieuses sur le timing et les schémas de Sullivan. À la fin du premier round, Sullivan avait lancé des dizaines de coups de poing, mais en avait touché peu proprement. Elle retourna dans son coin, haletante, déjà frustrée par la défense insaisissable de Mir. Elle te submerge, lança André entre les rounds, assez fort pour que les caméras voisines captent ses mots. Il faut que tu donnes plus de coups. Miguel, suivant le plan qu'ils avaient élaboré avec Zek, l'ignora. Continue à l'analyser, murmura-t-il. Elle prépare un coup, elle trahit son crochet droit, contre après le troisième coup de sa combinaison. Le second round vit un changement subtil. Maya commença à parfaitement synchroniser ses mouvements avec ceux de Sullivan, esquivant les coups au millimètre près et répliquant par des frappes précises qui surprirent la championne. L'énergie du public se transforma quand il réalisa que ce combat n'allait pas être la promenade de santé que beaucoup avaient prévue. Au troisième et quatrième rounds, les commentateurs parlaient ouvertement de cette bataille technique inattendue. Johnson montre une maîtrise remarquable pour une relative débutante, nota l'un d'eux. Cette carapace défensive rappelle les combattants à l'ancienne, très efficace contre le style de frappe puissant de Sullivan. Dans la loge VIP, Lucas Den regardait, le visage sombre. « Ça ne se passe pas comme prévu », murmura-t-il à son associé. « Elle essaie », répondit celui-ci. « La fille est meilleure qu'on ne le pensait. » La frustration de Sullivan devint de plus en plus évidente au fil des rounds du milieu. Elle s'attendait à une soirée facile, mais se retrouvait dans une partie d'échecs contre une adversaire qui semblait anticiper chacun de ses mouvements. Son entraîneur la pressait d'être plus agressive entre les rounds, la poussant à percer la défense de Mia par la puissance brute et un volume élevé de coups. Dans le coin de Maya, la tension montait entre Miguel et André. « Elle doit être plus agressive », insistait André, jouant devant les caméras. Elle laisse Sullivan dicter le rythme. « Elle suit parfaitement le plan », répliqua Miguel. Sullivan s'épuise toute seule. À l'approche des rounds de championnat, l'équipe de Sullivan devenait désespérée. Pendant la pause avant le 10e round, son entraîneur principal lui murmura quelque chose qui la fit hocher la tête avec gravité. Quand la cloche sonna, elle revint sur le ring avec une folie téméraire, jetant toute prudence par la fenêtre à la recherche d'un chaos. Ce changement de tactique prit Maya de court un instant. Un crochet droit sauvage la toucha partiellement, la faisant reculer en titubant. Sullivan pressa l'avantage, lançant une rafale de coups qui força Mir à se couvrir contre les cordes.
Le public se leva, sentant un possible tournant. Au fond, Eck regardait calmement, confiant dans la préparation de Mir. Même à distance, il voyait qu'elle n'était pas blessée, simplement momentanément submergée par le désespoir de la championne. Alors que Sullivan poursuivait son assaut, elle devint de plus en plus imprudente. Dans son empressement à finir le combat, elle lança un coup de coude vicieux lors d'un corps à corps, clairement intentionnel, clairement illégal. Il toucha Maia à la tempe, ouvrant une petite coupure et la mettant brièvement dans les vapes. L'arbitre intervint, lançant un avertissement sévère, mais sans retirer de points. La foule hostile huait cette tactique déloyale. Le sang coula sur le visage de Maia, alors qu'elle reprenait ses esprits pendant la courte pause. À cet instant crucial, son regard croisa celui de Zek dans la foule. 20 rangées les séparaient, mais la connexion fut immédiate et profonde. Son expression lui transmit tout ce dont elle avait besoin. Calme, confiance, foi inébranlable. Quand l'action reprit, quelque chose avait changé en Maia. La carapace défensive céda la place à une agressivité contrôlée. Elle avança, ne se contentant plus de contrer, mais dictant désormais les échanges. Sullivan, qui avait dépensé une énergie folle dans sa tentative ratée de finir le combat, se retrouva pour la première fois à reculer. Mir lança la combinaison de 5 coups. Il l'avait répété sans cesse, JAB, coup au corps, crochet, feinte, direct du droit. Chaque coup s'enchaînait avec une précision parfaite, fruit d'innombrables heures passées dans l'entrepôt. Le coup de poing final, le droit, toucha Sullivan de plein fouet alors qu'elle tentait de contrer, projetant son protège-dents au sol et faisant fléchir ses jambes. L'arène explosa tandis que Sullivan reculait, s'accrochant désespérément aux cordes pour rester debout. Pendant un instant haletant, on crut la championne à terre. Même si Sullivan survécut, la dynamique du combat avait irrémédiablement changé. Maia accentua son avance jusqu'au dernier round, sa technique restant impeccable malgré la fatigue des deux combattantes. Quand la cloche finale retentit, la foule leur offrit une ovation debout. Maia leva les mains, non pas dans la certitude de la victoire, mais dans la conscience d'avoir combattu selon ses propres termes, sans compromis. Les juges annoncèrent leur décision. 115-113, 114-114, 115-113, une décision majoritaire en faveur de Maia Johnson. L'arène éclata en célébration alors que Mia devenait la nouvelle championne contre toute attente. La presse se rua sur le ring. Mia ignora le micro tendu vers elle. Elle pointa directement vers la foule, vers Zek. « C'est lui mon entraîneur !» cria-t-elle par-dessus le bruit. « Ezekiel Miles est mon coach. » Les caméras de télévision se tournèrent vers le fond de la salle, découvrant Eck debout, les yeux embués de larmes. Après des décennies d'exil volontaire, son héritage venait de renaître de la manière la plus inattendue. Au milieu des célébrations, peu remarquèrent André qui s'éclipsa en silence, le téléphone collé à l'oreille, le visage sombre, conscient que le récit soigneusement construit venait de s'effondrer. Les conséquences de la victoire de Mir se déployèrent rapidement. L'enquête approfondie de Talia, appuyée par des preuves fournies par Ri et corroborée par des documents financiers, déclencha une enquête policière officielle sur la société de promotion de Lucaden et ses liens avec les entreprises criminelles de Clive Rocco. En quelques semaines, André et Lucas furent inculpés pour fraude, blanchiment d'argent et corruption sportive. Le gymnase Iron King ferma ses portes, sa réputation définitivement ternie. Le bâtiment resta vide pendant des mois, un rappel visuel de la facilité avec laquelle le sport pouvait être corrompu quand le profit prime sur les principes. À 3 rues de là, l'entrepôt qui avait servi de lieu d'entraînement temporaire subit une transformation spectaculaire. Miguel et Zek, utilisant les gains de la victoire de Mia comme fond de départ, rénovèrent le bâtiment en une salle de boxe digne de ce nom. Ils la nommèrent Damian S. Corner, mettant l'accent sur un entraînement éthique et le mentorat des jeunes citadins démunis, à l'image de ce que la boxe avait été pour un jeune Zek à son retour du Vietnam. L'ouverture du gymnase attira une importante couverture médiatique, Eck acceptant à contre-cœur de se placer sous les projecteurs en tant que pilier spirituel. Ses problèmes de licence furent résolus avec une rapidité surprenante, désormais qu'André n'avait plus d'influence. La commission de boxe, désireuse de se dissocier du scandale, trouva soudain des moyens d'accueillir le retour du légendaire entraîneur, à l'insistance de Meyer. Sa première défense de titre fut programmée dans une salle proche de Damian S. Corner, avec les recettes destinées au programme de boxe pour la jeunesse à travers la ville. Zek, désormais officiellement son entraîneur, serait là. Elle serait dans son coin pour la première fois en capacité officielle. Pendant ce temps,
Ri se trouvait à un carrefour. Son audience sur les réseaux sociaux avait en fait augmenté après que son association avec le scandale soit devenue publique. Beaucoup appréciaient sa prise de position finale contre la corruption. Les propositions d'influenceurs et les opportunités d'exhibition affluaient dans sa boîte de réception, offrant des gains importants pour un effort minimal. À la surprise générale, il refusa tout. À la place, Ri commença à entraîner des enfants à Damien S. Corner, trouvant une satisfaction inattendue à transmettre ce qu'il avait appris de Zek. Sa connaissance technique, combinée à une patience nouvellement développée, faisait de lui un professeur naturel. « Je n'aurais jamais cru dire ça », avoua-t-il à Malord d'un moment calme au gymnase, « mais je pense que je suis meilleur pour enseigner que pour combattre. » Zek dit que c'est comme ça que tout a commencé pour lui aussi, répondit Maya avec un sourire. La documentation de Talia sur tout ce parcours donna naissance à un best-seller, The Ghost Coach, comment Ezekiel Miles a disparu de la boxe et est revenu pour en sauver l'âme. Malgré le succès commercial, Eck refusa la plupart des demandes d'interview et déclina les tournées de promotion. Sa seule concession fut de signer un exemplaire unique, qu'il plaça soigneusement sur la tombe de Damien lors d'une visite privée. « Je ne sais pas si tu peux voir tout ça, » dit-il en regardant la pierre tombale, « mais je pense que tu serais fier. Pas de moi, j'ai mis trop de temps à retrouver mon chemin, mais de ce qu'on construit maintenant, de la bonne manière. » Alors que Damien S. Corner s'imposait comme un centre d'entraînement légitime, Eck commença à recevoir des lettres de boxeurs avec lesquels il avait travaillé des décennies auparavant. La plupart exprimaient leur gratitude pour son influence durant leur carrière. Une lettre d'un ancien prétendant au titre poids moyen, longtemps pensé mort à cause de problèmes d'addiction, le toucha particulièrement. « Tu es parti après la tragédie et j'ai compris pourquoi, » disait la lettre. « J'ai failli suivre la même voie. Merci de m'avoir sauvé avant que je ne me perde aussi. Te revoir dans le coin redonne espoir à un vieux combattant. » Le gymnase devint rapidement plus qu'un simple centre d'entraînement. Il se transforma en un centre communautaire, un refuge sûr pour des enfants aux options limitées. Zek instaura un programme obligatoire de tutorat en parallèle de l'entraînement de boxe, insistant sur le fait que l'éducation devait primer sur le développement athlétique. « La boxe ne dure pas éternellement, » disait-il à ses jeunes élèves. « Ce qui compte, c'est ce qui est ici. » Il tapota sa tempe. « C'est ça qui te porte dans la vie. » La carrière de Maya prospéra sous la direction officielle de Zek. Son style distinctif, technique, discipliné, efficace lui valut le respect dans le monde de la boxe. Lors des interviews d'après-combat, elle n'oubliait jamais de créditer l'influence de Zek, répétant aux journalistes « Il m'a appris à me battre sans devenir l'ennemi. » 6 mois après l'ouverture de Damien S. Corner, Eck arriva tôt un matin pour trouver le gymnase déjà occupé. Une classe d'enfants, tous âgés de 12 ans ou moins, imitait ses exercices de déplacement sous la supervision de Ri. Il bougeait avec un sérieux comique, le visage crispé de concentration tandis qu'il pratiquait les fondamentaux qu'il enseignait depuis des décennies. Zek resta dans l'embrasure de la porte, invisible pour eux, un sourire adoucissant ses traits fatigués. Pour la première fois depuis des années, il sentit le poids du passé s'alléger. Pas complètement disparu, mais équilibré par quelque chose de nouveau, l'espoir, le but, l'avenir. Plus tard ce même jour, après que le gymnase se fut vidé pour la soirée, Eck resta seul dans le ring. L'espace était calme, sauf pour le son rythmique de sa respiration tandis qu'il faisait de l'ombre, enchaînant doucement les coups dans la pénombre. Ses mouvements étaient mesurés, chaque coup et chaque pivot se fondant dans le suivant avec la grâce que donnent des décennies de pratique. Quand il termina une combinaison, une seule larme coula sur sa joue, non pas de tristesse cette fois, mais d'un mélange complexe de gratitude et d'acceptation. Le voyage qui avait commencé avec moquerie et mépris l'avait ramené à sa véritable vocation. L'homme invisible était devenu un mentor, un guide, un lien vivant entre le passé et le futur de la boxe. Zek s'arrêta au centre du ring, son souffle visible dans l'air frais. Puis, dans un geste qui aurait été impensable quelques mois plus tôt, il sourit, une expression authentique et sans artifice de paix, et s'inclina légèrement devant un adversaire invisible, non pas en signe de défaite, mais en reconnaissance du cycle éternel d'enseignement et d'apprentissage, de chute et de renaissance, de perte et de rédemption. Dehors, l'aube se levait sur la ville. Une lumière dorée filtrait à travers les fenêtres du gymnase. Un nouveau jour, un nouveau départ, et pour Ezekiel Miles, enfin, un sentiment de retour à la maison. N. Vous êtes-vous déjà demandé quels héritages se cachent chez les personnes que nous ignorons si facilement? Si cette histoire vous a touché, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de récits de rédemption,
de respect et de seconde chance qui vous feront voir à deux fois qui méritent vraiment votre attention.